À Hélène Pilichowski. Nous allons notamment revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse, diffusée hier soir. 40 minutes d'échange qui ont provoqué justement une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Le point avec Jérôme Rabier. À défaut de grandes annonces, je dors peu, mais j'ai toujours peu dormi, donc ça me coûte très peu. L'interview du président de la République au palais de l'Élysée aura permis aux téléspectateurs de visiter ce haut lieu du pouvoir. Car l'interview, longue de 40 minutes, s'est faite intégralement debout et en mouvement, comme pour mieux montrer un président qui souhaite l'incarner. Un nouveau président, nouveau style donc, avec une proximité entre le journaliste et le chef de l'État, et des questions alternant les thématiques sérieuses comme la Syrie et le climat, et des échanges plus légers. L'horloge, il y a une minute vient de sonner, elle nous dit qu'il faut avancer, que le temps presse, vous savez. Oui, je sais bien. C'est toujours ça, le temps toujours. Un style jugé complaisant par de nombreux commentateurs et qui a fait réagir l'opposition, la sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontrie y voyant un publi-reportage, quand le porte-parole du Front National Sébastien Chenu évoque une honte pour le service public. Le député Nouvelle Gauche Luc Carvounas s'en prend lui autant au président Macron qu'à l'intervieweur Laurent Delahousse. J'ai vu un président qui fait son autopromotion, mais qui ne nous répond pas à grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de questions non plus. Renouvelé dans le style, l'exercice ressemblait davantage à une grande conversation qu'à une interview. Une expérience qui n'a pas semblé convaincre les Français, qui n'ont été que 5,7 millions à regarder l'entretien. Avec nous pour ce match des idées, Hélène Pilichowski, bonsoir, éditorialiste politique, Nicolas Prisset, journaliste politique et auteur de Le Président inattendu. Politique et journaliste s'en donnent à cœur joie depuis 24 heures. Est-ce que c'est justifié, oui ou non? Est-ce qu'il y a matière à polémiquer après cette interview d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse diffusée sur France 2 hier soir? Hélène. Oui et non, on pourrait dire que Emmanuel Macron tend la joue pour recevoir une gifle, éventuellement, c'est-à-dire qu'il recule devant rien. Ça plutôt. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez ressenti en la regardant, vous? On va dire qu'il faisait de la com, que tout était. Ah, pour vous, c'est de la com? Non. Je pensais aux réactions qui le menaçaient. Je ne veux pas dire que c'est uniquement de la com. Bien sûr que c'est de la com. De toute façon, il a cherché un format nouveau, il a cherché à surprendre, à séduire, évidemment, pour se dire, je vais essayer de ne pas faire comme tout le monde. Nous sommes dans un nouveau monde, il n'y a pas de raison de faire comme on a toujours fait. Le bureau, le président en face et le journaliste dans son fauteuil. Donc, je pense que Laurent Delahousse a souscrit à ce projet avec bonheur, lui qui adore aussi faire du nouveau à l'antenne, ce qui fait très bien d'ailleurs. Et dans l'esthétique, dans l'image. Dans la recherche intelligente des choses et tout. Donc, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais évidemment qu'il se prêtait à la critique. Ah, mais attention, ce n'est que de la com, du coup, forcément, si vous dans la mesure où tout était bien cadré, tout était... Alors ça, on peut dire que on voyait que c'était pensé, que chaque geste... Moi, j'ai trouvé que c'était personnellement très réussi. Il reste à savoir sur le fond, est-ce qu'on peut dire que c'est positif sur le fond? Alors ça, peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Justement, Nicolas Prisset, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Vous avez été choqué, vous, par cet exercice ou séduit? Choqué, non, parce que cet exercice-là, il venait à un moment... en fin de semaine, avec une actualité internationale très chargée pour Emmanuel Macron. Et on a vu le président de la République défendre sa politique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire, majeure. Pourquoi c'était enregistré 4 jours avant? Au cours de 5 jours avant. Au cours de cet entretien. Parce que l'objectif de cet entretien, tout le monde l'a bien compris, c'était pas de faire des annonces, c'était pas d'être dans un mouvement de rupture dans une politique, c'était pas d'être dans un mouvement d'éclat, c'était de confirmer sa stature de président de la République qui avance en étant crédité par les Français de son action. Alors, c'est ce qu'on voit dans les sondages d'opinion. Les gens ne sont pas forcément tous d'accord avec Emmanuel Macron, notamment les électeurs de gauche, mais ils lui reconnaissent le fait d'être en mouvement, d'agir et de faire ce qu'il a dit. Et c'est ça qui explique sa remontée dans les sondages. Et donc, ce qu'il a montré à l'image, c'était la confirmation de ce mouvement d'opinion. Un président en mouvement, effectivement, il marche, il déambule dans l'Élysée. On n'est pas assis dans un face-à-face. On est dans un exercice médiatique, quasiment exclusivement médiatique, mais qui est plus une confirmation de la tendance actuelle, plutôt que destiné à créer un mouvement, quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui a été engagé par lui depuis... Je comprends bien la démarche d'Emmanuel Macron, mais celle de Laurent Delahousse. Vous êtes journaliste, politique, vous avez demain le chef de l'État face à vous pour une interview de 40 minutes. Est-ce que vous faites cela et est-ce que vous faites ce type d'interview? Ah oui, je ne sais pas si j'en aurais eu l'idée, l'initiative, mais je salue la performance quand même. Mais rappelez-vous, François Mitterrand, qui n'était pas spécialement un homme médiatique,
d'abord l'époque était différente. Rappelez-vous, avec Yves Mourouzi, qui était arrivé et qui avait posé sa fesse sur son bureau avec 3-4 journaux, en dessous, et qui avait demandé à François Mitterrand s'il parlait le verlan ou s'il était chébrant. Peut-être que vous vous souvenez pas, moi je m'en souviens bien sûr. Donc ça, et tout le monde disait c'est amusant, Mitterrand essaye de plaire, de se mettre au goût du jour. Bon. Voilà, il n'y a rien à reprocher à ce côté-là. Alors vous dites, est-ce que j'aurais essayé éventuellement d'être plus mordant voilà. Mais oui, mais c'est pas Laurent Delahousse, c'est pas Jean-Jacques Bourdin. Il va pas chercher le scoop qui va faire du buzz. Il n'est pas là non plus. Ce qui lui plaisait, c'était de faire découvrir Emmanuel Macron sous un autre jour. C'est un exercice de communication, mais avec les Français aussi, en disant peut-être que les Français vont être contents de le voir comme il agit. Le président le prenait par le bras, etc. Est-ce que ça veut dire que l'interview politique l'exercice, est en train d'évoluer? On avait eu le même genre de débat, le même genre de polémique autour d'une ambition intime de Karine Le Marchand sur M6, qui avait montré un autre jour de l'homme ou de la femme politique. Il peut se diversifier, on va vers ça. Voilà. Moi, je pense pas. Le sujet, c'est qui interviewe qui. Là, on a Laurent Delahousse, qui est un présentateur généraliste, un journaliste généraliste, qui interviewe le président de la République. Si on voulait avoir d'autres types de questions, et donc d'autres types de réponses, à ce moment-là, il fallait confronter le président de la République avec soit un journaliste expert des dossiers de politique étrangère, ou des dossiers de défense, ou des dossiers d'écologie. Mais ça n'a pas été le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est de faire une interview du président de la République par un journaliste qui est un journaliste généraliste. Dans ce métier, il y a des spécialités. Être journaliste généraliste, présentateur de journal, moi, je ne sais pas le faire, par exemple. En revanche, je sais poser des questions sur des domaines que je connais particulièrement bien, l'économie, le social, etc. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un choix qui a été fait par la chaîne, qui doit être assumé. Je trouve donc que c'est un peu commode de s'en prendre au présentateur Laurent Delahousse, en estimant qu'il n'a pas correctement fait son travail. Voilà, c'est quand même... C'est intéressant c'est quand même trop facile d'imaginer, en plus, dans ce métier, on n'est jamais tout seul. Un présentateur ou une présentatrice, on n'est jamais seul. C'est un métier qui se fait en équipe, ça se sait pas forcément. Les Français sont pas forcément au courant de comment on travaille. Il y a des rédactions entières mais en tout cas, c'est un travail collectif. Il y a un présentateur généraliste, donc il a fait son travail de présentateur généraliste. On peut le critiquer sur ce point-là, mais pas sur le reste. D'autant plus, juste une seconde, j'ajoute que la spécialité de Laurent Delahousse, là où il s'est fait vraiment remarquer, c'est dans les portraits qu'il fait dans les documentaires Un jour, un destin, qui sont en général très réussis. Et il s'est dit, pourquoi ne pas appliquer un peu le genre? C'est un peu différent. Mais c'était un peu dans le genre, si vous voulez, en se disant, mais moi je fais ça et je vais le faire pour le président. Je voudrais qu'on revienne à présent sur l'autre polémique du week-end, le petit séjour en famille d'Emmanuel Macron près du château de Chambord. Jean-Luc Mélenchon y a vu un exemple de plus de la nécessité d'une 6e République. Rien que ça lui donne une image monarchique qui semble correspondre à l'idée qu'il se fait de lui-même. Voilà pour le tacle envoyé sur Twitter. Réponse du chef de l'État à l'AFP et à RTL au cours d'un entretien devant le château de Chambord. Il ne faut pas tomber dans cet esprit chagrin qu'ont beaucoup qui voudraient voir toujours des symboles. Coupé court à la polémique, ce fut aussi l'émission de Christophe Castaner. Vous auriez pu mettre l'image du gîte qu'il a loué pour accueillir sa famille. Et je ne suis pas sûr que ce soit pour son anniversaire. Donc vous voyez quoi on peut s'emballer. C'est une nouveauté, ça c'est pas pour son anniversaire. Il a décidé de réunir sa famille, c'est très proche, et de ne pas le faire dans un lieu public comme l'Élysée, de le faire dans un lieu privé en payant de sa poche l'allocation et l'allocation d'une salle. Et j'ajoute ce tweet de Nicolas Dupont-Aignan. Pendant que les Français subissent impôts, insécurité, immigration, M. Macron fête ses 40 ans à Chambord. Les époques passent. L'oligarchie coupée du peuple reste. Hélène Pilichowski, est-ce que ça vous met en colère, cette polémique? Oh bah oui, carrément. Non, parce que si Emmanuel Macron donne dans le genre monarchique, je peux vous dire que franchement, Jean-Luc Mélenchon, dans le genre populiste, il fait très fort, lui. Alors, pour s'en prendre, c'est tellement facile. Mais c'est tellement facile de tout de suite dire les pauvres smicards, etc. Parce que Chambord, c'est vrai que Chambord, c'est le symbole monarchique par excellence. Regardez les lieux, le prestige des lieux, mais quand on sait le détail de ce qui s'est passé pendant son week-end, on se dit que ça n'avait pas grand rapport avec la majesté de Chambord. C'était un gîte à côté, payé un gîte. Il y a des gîtes qui sont loués, il y a des chasseurs qui peuvent louer le week-end et qui peuvent venir. Donc un lieu de chasse, hein. C'est un lieu de chasse très connu. Il y avait des chasses présidentielles qui ont été supprimées. On sait qu'Emmanuel Macron y est favorable. Bon,
pour l'instant, il ne chasse pas, il a autre chose à faire, mais il est allé voir les chasseurs. Mais il y avait aussi l'histoire du panda de Brigitte Macron, qu'elle est allée voir pendant le week-end à Beauval, c'était pas très loin, tout ça. Et puis, je crois qu'il y avait les petits-enfants, je crois qu'il y avait ce week-end organisé autour à la fois de sa famille, à l'approche de Noël, famille recomposée, ce qu'on fait avec les petits-enfants 15 jours, 8 jours avant. Il y avait tout ça. Donc, c'était Il va avoir 40 ans le 21 décembre. Il y a l'anniversaire, après, donc il y a aussi... Vous savez, dans les familles recomposées, on fait toujours des fêtes... Avant ou après. Après, voilà, On se débrouille. Voilà, c'est exactement ça. Nicolas, donc, quand on regarde tout ça, c'est pas choquant, mais on peut... Il y avait quand même un petit incendie à éteindre rapidement pour l'Élysée autour de cette communication un peu maladroite. Il faut bien le dire. Au départ, on nous a expliqué qu'il s'agissait de l'anniversaire du président de la République à quelques jours d'avance. Et puis ensuite, la communication a changé. On vient d'entendre Christophe Castaner qui a déminé sur ce terrain-là. Et puis à la fin, ça s'est transformé en un Noël avant l'heure. Donc c'était plus du tout une célébration personnelle autour d'Emmanuel Macron. Et l'incendie a pris pourquoi ? Parce que bien Chambord, ça a réactivé l'image du monarque républicain et donc de la distance qui peut exister entre le chef de l'État, Emmanuel Macron, et puis les Françaises et les Français. Et c'est justement un des points de faiblesse qu'il a, le président de la République, dans sa relation avec les Français, c'est que peut-être qu'il est crédité d'être quelqu'un de compétent, quelqu'un de responsable, quelqu'un d'actif. Mais quand on interroge les gens pour savoir est-ce qu'Emmanuel Macron comprend vos problèmes, est proche de vous, à ce moment-là, les réponses sont beaucoup plus faibles. Et donc, cette figure de monarque républicain à Chambord, eh bien, elle a joué sur un point de faiblesse. On lui aurait reproché, il aurait choisi Bordeaux, on aurait dit il se rapproche d'Alain Juppé, il aurait choisi Londres, un pied de nez à Theresa May pour le Brexit. Par définition, tout acte du président de la République véhicule forcément un symbole, et même si en fait, il peut rien faire. Et même s'il n'y en a pas, tout le monde en voit un. Ce qui m'amuse, ce qui m'interpelle quelque part, c'est de me demander s'il ne le fait pas parfois exprès pour dire, vous allez voir, je vais aller à Chambord, je sais très bien à quoi je m'expose parce que c'est pas possible qu'on lui ait pas dit et qu'il n'y ait pas pensé. Vous pensez qu'il s'amuse de ces polémiques en disant, je ne calerai pas, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, je tiens bon et je suis pas là pour, comme il dit, je ne céderai rien à la pression médiatique. Il l'a dit plusieurs fois déjà depuis qu'il est. Et puis peut-être que ça finit par lui rendre service, toutes ces polémiques. Mais exactement, parce que les Français se disent, mais beaucoup se disent, au moins lui, il a des épaules solides, il n'est pas là en train de se dire, mon Dieu, j'ai peur des journalistes, des réactions et tout ça. Je fais ce que je veux. Il a dit, je fais ce que j'ai dit, donc je fais ce que je veux, puisque j'ai fait ce que j'ai dit. Il l'a répété, ça, pendant l'interview. Ça, c'était pas mal. Dernier sujet à évoquer avec vous ce soir. Après la présidentielle, c'est celle du Parti socialiste qui va nous intéresser. Le congrès se tient les 7 et 8 avril prochains. C'est là que le premier secrétaire sera élu. L'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem pourrait être candidate, de même que Stéphane Le Foll. En attendant, un seul est déclaré, c'est Luc Carvounas. Il était l'invité de Public Sénat tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Mais je vais gagner parce que j'emmène une dynamique et que moi, quand je me lance dans une compétition, c'est pas pour faire semblant. Il y a urgence et donc cette volonté, cette détermination, je la mets au service de mon parti. Nicolas Prissette, il a l'air de beaucoup y croire, Luc Carvounas, mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de favori encore dans cette élection. Oui, parce qu'on ne connaît pas encore toutes les candidates et tous les candidats pour devenir premier secrétaire du Parti socialiste. Alors pour l'instant, il dit qu'il va gagner. Luc Carvounas, évidemment, s'il pense qu'il va perdre, il ne va pas se présenter. Mais quand même, le Parti socialiste est en train de reprendre le poison qui l'a tué à la présidentielle. C'est-à-dire de mettre d'abord des questions de personnes, on parle de Najat Vallaud-Belkacem qui pourrait être candidate, avant les idées. Ouais. Et c'est bien toute la difficulté, c'est quelles idées pour quelle renaissance du Parti socialiste entre l'aile droite du Parti socialiste qui a été happée par Emmanuel Macron, plus ou moins, et puis de notre côté Jean-Luc Mélenchon, quel est l'espace politique que peut retrouver ce parti socialiste, ce futur parti socialiste, sachant que tout est quasiment à reconstruire. Alors certes, il y a encore des élus, mais il n'y a plus d'argent. Donc la tâche va être immense, mais on ne sait pas sur quoi, quelles sont les bases de sa refondation. On connaît des noms, il y a des noms qui circulent, mais pour faire quoi ? Sur quelles idées ? Avec quel type de programme ? Alors ça, c'est la page blanche intégrale. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'ils mettent d'abord les personnes avant de mettre les idées. Longtemps, le Parti socialiste a essayé de mettre les idées. Rappelez-vous, Martine Aubry, elle disait on va construire un programme présidentiel et après on verra. Il y a eu beaucoup de courants. Vous faites allusion, j'imagine, aux courants. Je fais allusion à toute l'histoire du Parti socialiste. Toute l'histoire du PS, les Fabusiens, etc. Il y avait tous les courants du temps de François Mitterrand et même après, les Hollandais, etc. On ne savait plus quels adjectifs, comment les prononcer. D'ailleurs, tellement il y avait de monde. Non, mais c'est vrai, on
mais qu'est-ce que ça veut dire, les jospinistes, les marionnettes, etc. Non, mais il y avait beaucoup, il y avait énormément, tout ne me vient pas à l'esprit, mais ça n'arrêtait pas. Avant que le Parti socialiste, quand même, réalise que le leadership, c'était quelque chose d'extrêmement important. Parce que jusqu'à présent, il considérait que le fait d'avoir un chef, c'était la droite. Nous, au parti, on débat, c'est pour ça qu'on a des courants, d'ailleurs. C'est collectif. C'est collectif. Il faut vraiment être de droite pour réclamer un chef. Et puis, ils se disent, ils ont compris, là, avec ce qui s'est passé pour la présidentielle, qu'il fallait un leader. Et charismatique. Bien sûr qu'il faut un programme, des idées, des bases, comme vous dites, mais il faut quelqu'un pour les incarner et les mener et convaincre. Ils se sont aperçus que c'était impossible de se passer d'un vrai leader. Et ils sont obligés de le chercher. Alors que vous avez toujours vu qu'ils ironisaient beaucoup sur ce goût du chef. Et d'après vous, Luc Carvounas, il a les épaules, il a le charisme pour affronter un Jean... Moi, je vous Excusez-moi. boufflez. Donc, c'est dire ce